Bonjour et bienvenue à cet nouvel épisode de City to City Migration Talks, un programme d'approfondissement sur le rôle des villes dans la gouvernance migratoire dans la région euro-méditerranéenne. Je suis Marco Ricorda, responsable de communication pour ICMPD et le projet MC2CM, et aujourd'hui j'ai le plaisir d'interviewer Mohamed Sadiki, maire de la ville de Rabat. Monsieur le maire, merci beaucoup d'être avec nous et bonjour. Bonjour, ravi Donc, d'être avec vous. Monsieur le maire, les villes sont en première ligne pour lutter contre la pandémie de la Covid-19. Qu'a fait votre ville pour s'assurer que les groupes vulnérables, y compris les migrants, sont protégés? Merci d'avoir posé cette question, effectivement, pour montrer les efforts des villes. Et je crois que tout le monde est convaincu comme quoi les villes, c'est-à-dire on fait un énorme effort, parce que c'est là où vivent une population, donc c'est là où vivent tout le monde, y compris les personnes vulnérables et surtout les migrants. Au niveau du Maroc, nous avons bien géré le début de la crise. Nous avons pris des décisions à haut niveau. Sa Majesté le Roi, il a pris des décisions, effectivement, avant même le confinement. Il a déjà décidé de fermer les frontières. Et après la fermeture des frontières et avant le confinement, il a créé un fonds Covid, parce qu'on sait très bien qu'on aura besoin d'argent pour gérer la crise. Et par la suite, avec le confinement, ça nous a permis, effectivement, on a demandé de se confiner, oui, mais tout de suite, le lendemain, on a fait tout ce qu'il fallait faire pour voir quels sont les gens qui n'ont pas pu respecter la règle de confinement. Et c'est là où nous avons rencontré trois catégories de gens dans la rue. La première catégorie, ce sont des enfants qui sont là. La deuxième catégorie, c'est des gens de la rue, mais nationaux. La troisième, c'est des migrants. Donc, on a dit, il y a ces trois catégories vulnérables, il faut qu'on fasse quelque chose parce que c'est un vecteur de transmission du virus. Donc, il fallait prendre les choses au sérieux et effectivement, qu'est-ce qu'on a fait? Et ça, il y a une synergie, pas seulement au niveau de la ville en tant que ville et en tant que mairie, mais quand même, il y avait une synergie entre les actions nationales, parce que ce n'est pas seulement une ville qui agit, pas seulement la capitale qui agit, mais toutes les villes, c'est-à-dire, ont procédé à faire la même chose. Deuxièmement, parce qu'en termes de financement, ce n'est pas les financements des villes qui sont capables c'est-à-dire d'affronter ce phénomène de rue, ce phénomène de Covid. Donc, on avait une synergie entre les actions nationales et les actions locales. Parmi les actions nationales, c'est que le ministère de la Solidarité, de la Famille, où l'activité des enfants en fait partie, il a pris ces enfants-là et les ont remis à leur famille. Sauf ceux qui n'ont pas de famille, on les a mis dans des abris où ils sont protégés. La deuxième chose, c'est-à-dire les gens de la rue, mais nationaux, qu'on a mis dans des centres dédiés à ça. Nous avons des centres éparpillés dans la ville de Rabat et même dans les villes avoisinantes qui permettent, c'est des centres sociaux qui permettent d'abriter ce genre de gens vulnérables. Pour les migrants, on a fait la même chose. Nous avons deux types de migrants. Nous avons des migrants qui sont logés, qui ont des habitations, mais quand même, ils ont un problème, c'est-à-dire de travail et un problème de denrées pour survivre. Et nous avons des migrants dans la rue. Ces migrants dans la rue, on a tout de suite, heureusement, puisque les écoles ont été arrêtées, la première question, c'est arrêter l'école à tous les niveaux, depuis la crèche à l'université. Ça nous a permis de libérer des cités universitaires qui nous ont permis à ce qu'on abrite ces gens, des migrants en situation de rue. Voilà comment on a vu le phénomène au départ. Voilà les actions que nous avons menées au départ. Bien sûr, j'ai fait l'échelle, une compression de l'échelle dans le temps pour ne pas rentrer dans les détails parce que je suis sûr que dans les autres questions qui arrivent, on aura le temps pour détailler un certain nombre de choses. Tout à fait. Et en fait, ma deuxième question, les barrières linguistiques auxquelles les migrants sont confrontés au quotidien peuvent devenir dangereuses lorsque la santé est en jeu. Quel type d'initiative votre ville a-t-elle mise en œuvre pour rendre l'information plus accessible aux communautés des migrants sur la crise de la COVID-19? Heureusement, pour cette question de linguistique, je peux vous parler qu'est-ce que nous avons fait avant la crise.
nous avons déjà anticipé ce problème, mais on l'a anticipé d'une manière participative, d'une approche associative. On a même fait jouer la société civile dans ce genre de questions. Nous avons encouragé et nous avons facilité la création d'associations de migrants. Et on les a réunis, parfois, on les réunit par origine et surtout par langue de communication, et parfois par thème, s'il y a des choses qui sont communes. Effectivement, lorsqu'on veut discuter, c'est-à-dire les choses des migrants en termes de migration, on ne les réunit pas par langue, par ethnie. Non, non, ça c'est. Mais quand même, on les a encouragés aussi pour qu'ils se connaissent. Parce que associativement, socialement, lorsqu'ils sont réunis, par exemple, si on trouve les gens francophones, la zone de l'Afrique de l'Ouest qui sont francophones, déjà, ils communiquent entre eux facilement. Si au niveau de l'Afrique, de la partie hispanophone, ou surtout luso, portugaise, on les a réunis parce que la communication est facile. Et reste la partie anglophone, donc Nigeria, Angola, Zimbabwe, ainsi de suite. Donc les gens qui parlent anglais. Deuxièmement, on les a sensibilisés à l'accueil des Marocains. Et on leur a dit, les Marocains aussi, ils veulent apprendre des langues. Donc, dans des lieux de jeunesse, dans des lieux de sport qui sont ceux de la ville, on a créé effectivement cette synergie. Il y a les migrants qui enseignent les Marocains qui désirent, c'est-à-dire apprendre le français, l'anglais, l'espagnol, et eux aussi, on leur enseigne l'arabe. Ils sont contents de cette activité avant même le Covid. Et effectivement, lorsqu'on est venu en moment de crise, on a trouvé effectivement que le travail que nous avons initié il y a 2 ou 3 ans déjà, ça a facilité la tâche en termes de communication. On n'a pas trouvé de problème de communication, surtout que pour la crise, on n'a pas besoin de trop parler. On a besoin des affiches, on a besoin des actions, on a besoin des images, on a besoin des choses qui sensibilisent, c'est-à-dire ces migrants à ce fléau de cette crise pour qu'ils puissent contribuer eux-mêmes à leur sécurité, eux-mêmes à la sécurité de la population avec qui ils vivent, parce qu'ils vivent dans des cités ensemble, ils vivent même dans des logements qu'ils ont loués en groupe, il n'y a pas de problème, mais on les a sensibilisés à ce qu'ils ne deviennent pas un vecteur pour ce fléau à l'échelle nationale. Donc, on n'a pas trouvé de problème. Et on a utilisé tous les supports que vous pouvez imaginer. Nous avons utilisé, c'est-à-dire aussi des ondes radio locale pour communiquer avec ces migrants. Nous avons même utilisé des flyers qu'on distribue chez eux directement porte à porte et ceux qui sont réunis dans des cités universitaires et dans des cités où on les a mis à l'abri de ce fléau. De toute façon, nous n'avons pas trouvé de problème de communication. On a pu passer le message d'une manière très facile et on a installé aussi des cellules d'écoute au niveau de nos centres sociaux, des cellules d'écoute, c'est-à-dire parce que ce n'est pas suffisant ce que nous apportons. On ne peut pas contrôler, surtout dans le début de la pandémie, on ne peut pas contrôler aussi les actions que nous avons mises en place. On leur a dit, voilà, nous, on arrive chez vous avec les denrées alimentaires, on arrive chez vous avec des flyers de communication, on arrive chez vous, mais on arrive chez vous pour vous dire, est-ce que vous avez des besoins? S'il y a des besoins particuliers, s'il y a des besoins sanitaires, s'il y a des gens qui ont besoin, est-ce qu'on les transporte dans des centres de soins. On était à l'écoute. Nous avons trouvé des femmes enceintes en difficulté. Il y a un problème de timidité, des gens qui sont là, ils vivent ensemble, mais les conditions ne sont pas favorables. Donc, on a pu, c'est-à-dire faire un tri pour que chacun, c'est-à-dire on l'a mis dans le lieu qui lui convient et que chacun, on communique avec lui par le moyen qui nous permettent, nous, de passer le message et qui lui permet à lui aussi de comprendre de quoi il s'agit pour qu'en fin de compte, pourquoi ça? C'est pour qu'il se protège lui-même, qu'il protège sa communauté et qu'il contribue à la protection et à l'arrêt de répondage de cette pandémie. Donc là, il y a un effort et tout le monde est rentré dans l'ordre, tout le monde a compris de quoi il s'agit. On n'a pas trouvé de problème au niveau de communication avec cette catégorie de migrants.
Très bien. Et en raison de cette pandémie, les services sanitaires et sociaux ont été sollicités, je dirais, au-delà de leurs limites, compromettant ainsi la fourniture de services de base aux groupes vulnérables. Comment avez-vous donc réussi à faire face à cette situation d'urgence? Là, je vais parler effectivement de mes services, que c'est l'occasion de les féliciter par le travail que nous avions fait, mais aussi de mes collaborateurs, parce que on a commencé par le commencement. Nous avons un bureau d'hygiène sanitaire au niveau de la ville. C'est un bureau d'hygiène, il est modèle au niveau de l'Afrique. C'est un centre c'est-à-dire d'hygiène qui a été monté, construit en collaboration avec les spécialistes, avec des Américains spécialistes. C'est une aide américaine qui nous a permis de construire un centre unique à l'Afrique où vraiment il y a une activité très importante. Mais au début du fonctionnement et de la crise, c'est-à-dire on a vu que nos moyens pour le fonctionnement normal ne permettent pas de faire face à la crise qui est grandiose. Qu'est-ce qu'on a fait? On a créé déjà, puisqu'on est confiné, donc on a créé un poste de commandement au niveau du centre, le bureau d'hygiène communal d'hygiène. On a créé un poste de commandement. Nous avons ramené tous les moyens logistiques des autres activités en arrêt, parce qu'on était confinés, tous les moyens logistiques, les véhicules, les chauffeurs, les techniciens, on les a ramenés dans ce site-là. Et on s'est organisé en équipe. Nous avons 5 arrondissements au niveau de la ville de Rabat et nous avons la mairie qui est la commune. On s'est organisé en 7 groupes de travail. Un groupe par arrondissement. Il y a 2 groupes, c'est-à-dire de logistique, c'est-à-dire transversale, qui travaillent partout et qui font face c'est-à-dire à cette crise. Donc, on a travaillé sur le terrain. Je peux vous donner un peu les chiffres. Qu'est-ce qu'on a commencé par le commencement. On a commencé avant que tout le monde reste chez lui. On a commencé par les bus et les taxis qui circulent au niveau de la ville. C'est-à-dire on les a traités. C'est quelques 12 000 opérations qu'on avait fait dans moins d'une semaine. On avait un certain nombre d'espaces publics, c'est-à-dire que nous avons désinfecté. Nous avons des équipes dédiées pour les cas Covid positifs. À chaque fois que les gens de la santé, les médecins, les infirmiers des centres de santé, des hôpitaux de la capitale déclarent un cas Covid, on commence le traitement de chez lui, dans sa maison, dans son immeuble, dans son environnement, pour que les gens, parce qu'on ne sait pas comment il a attrapé le virus, on ne sait pas qu'est-ce qu'il a touché en passant chez lui. Donc, on traite tout l'ensemble avant qu'il soit ramené à l'hôpital. Et comme ça, on a pu, c'est-à-dire limiter la propagation du virus au niveau de la ville. Et pour parler de ça, il faut parler déjà qu'est-ce qu'on a mis comme budget. Ce ne sont pas les budgets normaux de l'année normale par lesquels nous avons fait face à ça. C'est pour cela que le fonds dont j'ai parlé au départ, initié par Sa Majesté, et que tout le monde, tous les Marocains, ils ont contribué à l'alimentation de ce fonds, nous aussi, on a profité de ce fonds pour effectivement acheter tout le matériel nécessaire pour cette pandémie, tous les produits de désinfection et en même temps payer certaines équipes en heures supplémentaires parce qu'on travaille parfois 24 sur 24. On ne se limite pas seulement au travail du jour, mais nous avons des programmes d'action pour lesquels il faut qu'on les finisse. Je peux parler en termes de chiffres, en termes de budget pour vous dire une seule chose. Les budgets normaux que nous avons mis, c'est-à-dire qui se mettent chaque année en place pour ce genre d'opération, on les a multipliés par 5. Donc, nous avons multiplié tous les budgets. Et on avait l'intervention, pas seulement au niveau de la mairie, on avait une contribution de la région Rabat Saleh Knitra, dont le chef-lieu, c'est la capitale Rabat. Elle a contribué avec 73 millions de dirhams. Pour nous, qui n'est pas facile. Aussi, le conseil préfectoral, qui normalement, dans son habitude, c'est-à-dire il s'occupe de tout ce qui est affaires sociales. Il a contribué avec 13 millions de dirhams pour l'achat des produits de désinfection, mais aussi achat de paniers et de packs alimentaires que nous ont servi à distribuer porte à porte pour les gens nécessiteux et dont
font partie les migrants, que ce soit les migrants en famille, logés en logement, que ce soit les migrants que nous avons logés dans des cités universitaires qui ont été libérées par les étudiants. Donc là, c'est-à-dire il y a une action, on a commencé par l'organisation, par la suite les budgets mis en place et par la suite les actions sur le terrain. Comme ça, on a pu couvrir tout le terrain de la mairie et on a eu la satisfaction de tout le monde, pas seulement la satisfaction, mais les encouragements parce que les gens, c'est-à-dire ils n'ont pas peur, ils font face à la pandémie au service de la population de la capitale. Voilà. Avez-vous aussi coopéré avec des organisations de la société civile ou des ONG pour faire face aux effets de la crise sanitaire sur les migrants et les groupes vulnérables? Bien sûr, bien sûr. Et comment? C'est-à-dire, lorsqu'on a mis en place un peu, c'est-à-dire cette organisation, et surtout déjà pour les actions qui sont transverses. En revenant pour le sujet des migrants, nous avons trouvé toute l'aide nécessaire. Toutes les autorités sont conscientes et la mairie est consciente comme quoi le travail de la société civile est un travail très important. Et sans la société civile, on ne peut pas réussir notre mission. Parfois, si je reviens à la deuxième question sur la communication, parfois les éléments c'est-à-dire de la société civile, des associations qui ont noué des relations déjà d'amitié et de partage d'apprentissage de langue, on les a utilisés comme vecteurs, c'est-à-dire pour travailler, pour aller distribuer les aides à toute cette collectivité. Donc, la société civile, elle avait un rôle très important. Je ne m'arrête pas ici au niveau de la société civile locale. Nous avons aussi des organismes internationaux qui ont voulu apporter beaucoup de choses. Nous avons aussi les organismes des représentations européennes que je remercie aujourd'hui parce qu'ils ont contribué c'est-à-dire à minimiser, à diminuer l'effet de la crise sur les migrants. Nous avons la GIZ, surtout, qui était présente avec certains de ces projets. Nous avons l'AFD, donc l'Agence française et l'ambassade de France qui a aussi contribué. Et les autres ambassades européennes, hein, pour ne pas. J'ai cité quelques-unes, c'est-à-dire c'est pas exhaustif. Je peux dire que tout le monde a contribué. Et revenons à tout ça. Et nous avons aussi la représentation, c'est-à-dire le CGLU Afrique, donc le CGLU Monde, donc il y a CGLU Afrique qui a aussi contribué, qui est porteuse d'un projet pour l'aide des migrants et on continue à travailler. On ne s'est pas arrêté. La pandémie continue, mais aussi, c'est vrai, on n'est plus confiné maintenant totalement, donc les gens sortent, ils travaillent, ils cherchent, mais quand même, nous, les opérations sociales, on les continue et avec l'aide de la société civile. Et on ne peut pas s'en passer de la société civile. La société civile, c'est un acteur principal et un acteur intéressant et un acteur qui mérite à ce qu'il soit à côté des institutionnels pour combattre et faire face à cette pandémie. Et donc, quels sont les principaux enseignements tirés pour vous et votre administration dans le cadre de la COVID-19 et de la protection des migrants? Sincèrement, il y a beaucoup d'enseignements là-dessus. Cette crise, pour moi personnellement, et l'institution que je représente, qui est la mairie de la capitale, il y a beaucoup d'enseignements. Premièrement, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de frontières. Le virus ne connaît pas de frontières. D'ailleurs, tout le monde a connu le virus, donc il n'y a pas de frontières. Et puisqu'il n'y a pas de frontières pour le virus, donc il faut que la réflexion soit aussi collective. Il faut un échange d'expériences. Il y a beaucoup de choses à apprendre de chacun. D'ailleurs, les 3 mois de confinement, et sur les 3 mois, j'ai assisté à une vingtaine de webinaires. Pratiquement chaque semaine, j'ai 3 webinaires à l'international. Une fois avec CGLU Monde, une fois avec CGLU Afrique, une fois avec l'Arlem, une fois et plusieurs fois avec les villes maghrébines et les villes arabes, ainsi de suite, etc. Et là, et parfois, on traite des sujets qui paraissent à des gens particuliers. Par exemple, la culture. Comment allons-nous faire avec le sujet de la culture en ce moment de crise Covid?
Ça, c'est une parenthèse, tout simplement. L'enseignement, c'est pour dire que c'est un travail, c'est un virus qui n'a pas de limite et c'est un travail que nous devrions arrêter et combattre d'une manière collective. Si on ne le fait pas d'une manière collective et en même temps, il faut que des actions soient faites en même temps. On peut convaincre le virus. Si on n'arrive pas, si on n'accélère pas la production du vaccin, moi, je suis capable à ce que tout le monde, si on agit en même temps, si on agit en faisant les bons actes ensemble, on peut arrêter ce virus-là. Parce que ce virus, il se transmet de personne en personne. Si chacun reste chez lui, si tout le monde, c'est-à-dire essaie à ce que ce virus-là ne se propage pas, un jour on se retrouvera avec ce virus qui est parti. C'est pour dire que l'enseignement, c'est qu'il faut que nous travaillions en groupe. C'est un travail de groupe, reste en groupe. Deuxièmement, il y a beaucoup de choses sur lesquelles, effectivement, on n'est pas au même niveau de calage. Je peux dire en termes de recherche scientifique. Maintenant, on est conscient de la recherche scientifique. On est conscient comme quoi la recherche scientifique, il faut lui donner ce qu'il mérite. Parce qu'avec la recherche scientifique, on peut chercher le vaccin pour combattre ce virus. Troisièmement, la cohésion sociale. Avec la cohésion sociale, on a pu quand même, c'est-à-dire diminuer la souffrance de certains de nous. Comment peut-on vivre, manger, faire ce qu'il veut chez lui alors que tu as un voisin qui n'est pas à l'aise ou tu as un migrant qui n'est pas à l'aise? Je ne peux pas être en sécurité chez moi si je n'ai pas fait le nécessaire pour que tout le monde soit en sécurité. Sinon, tout a été débougé. Donc, la solidarité et la cohésion sociale est un élément très important. Quatrièmement, il faut installer des cellules de crise. Les crises, il y aura beaucoup de crises. Il faut anticiper et installer des cellules de crise, des cellules à l'écoute, des cellules qui peuvent gérer un phénomène qui apparaît d'une manière non attendue, à l'improviste. Donc là, à chaque fois qu'on anticipe, on gagne beaucoup de choses. À chaque fois qu'on anticipe, on arrive à arrêter un fléau quelconque. Aujourd'hui, c'est un virus qui s'appelle Covid-19, mais demain, un autre virus sous une autre forme ou un autre problème, tel que des problèmes de climat, ainsi de suite. Donc là, il faut toujours anticiper. Cinquièmement, on venait de le dire, c'est le rôle de la société civile. Il ne faut pas négliger le rôle de la société civile. Il faut bâtir une relation claire avec la société civile dans un cadre normal pour qu'on trouve cette société civile dont on a besoin en moment de crise. C'est-à-dire, si vous avez une très bonne société civile organisée autour des institutions telles que les mairies, on les trouvera en action avec les mairies dans le moment où les services communaux, les services de la mairie seuls ne peuvent pas faire face à tout. On ne peut pas aller faire le porte-à-porte et distribuer des choses. C'est là la société civile. Donc, sixièmement, la finance et les moyens. Il faut bien savoir dans ces budgets orienter les budgets vers les choses effectivement qui méritent à ce qu'on fasse face, c'est-à-dire au problème. Donc, au lieu de gaspiller, c'est-à-dire ses deniers, son argent, ses finances, ses moyens dans des choses qui n'ont pas beaucoup de valeur. La sixième ou la septième chose, c'est que nous avons appris lors de la crise à travailler comme ça entre nous, en webinaire, à distance. Je crois aussi que ce travail à distance, il faut qu'on fasse sa promotion dans nos mairies. Je n'ai pas besoin d'aller dans mon bureau pour que les choses marchent. Maintenant, cette année, on a fait beaucoup d'applications, on a fait beaucoup de choses. On a même mis en ligne maintenant tout l'état civil, pour ceux qui veulent des papiers de l'état civil, pour les extraits d'actes de naissance, pour l'enregistrement de leur naissance, pour enlever les gens qui sont décédés. Donc, tout ça, on l'a mis déjà en ligne. Donc, c'est déjà un avantage. On a mis en ligne toutes les autorisations de l'urbanisme, les autorisations de construire, les autorisations de démolition, les autorisations pour rectifier quelque chose, des autorisations commerciales pour ouvrir un commerce quelconque. Tout ça, on l'a mis en ligne. Donc ça,
c'est aussi les bienfaits, les enseignements et les bienfaits de la crise. Il n'y a pas que les mauvaises choses, il y a aussi de bonnes choses. On a accéléré la digitalisation, on a accéléré effectivement à ce que beaucoup de choses peuvent se passer en ligne. On n'est pas obligé d'être ensemble pour que ça marche. Voilà qu'est-ce que je peux retenir de cette crise. Merci beaucoup pour avoir partagé vos principaux enseignements. Et donc, ma dernière question qui termine l'interview d'aujourd'hui, c'est par rapport à vos recommandations. Quelles sont vos recommandations pour favoriser le rôle des villes dans la gouvernance des migrations, en particulier dans des périodes de gestion de crise et de reprise? Quelles sont donc vos recommandations à cet égard? D'ailleurs, je ne vous cache pas, hein, ce sont des recommandations. J'ai eu l'occasion de rencontrer monsieur le chef du gouvernement et déjà je lui ai fait part de ces recommandations. Je lui ai dit, avec cette crise, il y a beaucoup de choses c'est-à-dire qu'il faut améliorer. Premièrement, plus de pouvoir aux mairies. Il faut déléguer plus de choses du centre aux mairies parce qu'on ne peut pas attendre en temps de crise, on ne peut pas attendre une décision qui va nous parvenir par un style ou une manière quelconque. Donc déjà, il faut renforcer, c'est-à-dire la délégation qu'on donne aux mairies dans leur territoire. Un. La deuxième, il faut initier des programmes de formation pour le renforcement de la capacité des acteurs locaux qui sont la mairie et d'autres. Il faut renforcer leur capacité et je vois que le volet formation en est une composante très importante. Donc, il faut des budgets pour effectivement mettre à niveau un peu le personnel qui agit sur le terrain. Comme ça, c'est-à-dire on se retrouve c'est-à-dire capable d'agir en un temps record. Aussi, je parle des rôles des collectivités et des mairies en tant que catalyseurs et coordinateurs des actions. Il y a plusieurs actions sur le terrain. Il y a d'autres activités. Mais, par exemple, chez nous, l'enseignement, ce n'est pas la mairie qui s'occupe de l'enseignement, c'est le ministère de l'enseignement. Mais je leur ai dit, maintenant, qui va vous faire le traitement? C'est la mairie qui va faire le traitement pour toutes les écoles. Et c'est la mairie qui doit contrôler ce qui se fait à l'intérieur, est-ce que les protocoles sanitaires sont bien faits pour protéger le personnel, déjà nos enfants, les enseignants, l'administration, ainsi de suite. Là, je parle en termes de relations et de renforcement, c'est-à-dire de la relation locale. Il faut que la maîtrise locale soit au niveau des territoires, soit au niveau des mairies. Aussi, le leadership politique en matière de réseautage et de projets de coopération. Nous avons la capitale, Rabat, la commune de Rabat, il est lié à plusieurs capitales mondiales, pour ne pas parler des capitales européennes. Et toutes les capitales, je remercie tous nos partenaires, ils veulent faire beaucoup de choses. Mais il y a des cadres juridiques qui ne sont pas clairs pour renforcer ça. Donc, il faut déléguer aux mairies et déléguer à la capitale, c'est-à-dire un pouvoir pour nouer, c'est-à-dire pour mettre en place des politiques de partenariat avec les mairies avec qui nous avons des relations de partenariat. Deuxièmement, il faut, j'en ai déjà parlé, c'est la cohésion territoriale. Cette cohésion territoriale, c'est là où tout le monde doit se sentir à l'aise. Il doit se sentir protégé, il doit se sentir, c'est-à-dire il est là, il sert à quelque chose. Et là on a besoin d'un certain nombre de moyens, bien sûr qui doivent être délégués au niveau des budgets nationaux vers les budgets communaux. Et aussi, j'ai parlé avec la société civile, il y a aussi une société active. C'est les hommes d'affaires de la zone qui ont besoin d'un cadre pour qu'ils agissent. Il y a les bienfaiteurs, il y a des gens qui ont contribué, il y a des gens qui ont acheté beaucoup de denrées alimentaires, mais quand même, ils cherchent un cadre de partenariat, chose qui n'est pas actuellement, c'est-à-dire permis par la réglementation en vigueur. Il faut que notre réglementation permette à ces gens-là qui veulent faire du bien pour la société locale, ils veulent agir localement, à ce qu'ils trouvent
un cadre. Donc, je parle du cadre en général. Voilà, qu'est-ce que je peux faire? Bien sûr, sans oublier de vous remercier, vous, ICMPD, pour les efforts que vous faites, que vous avez fait. Et pour cet entretien, je sais que vous voulez effectivement ce qu'on partage notre expérience. Espérons que ce virus disparaisse un jour et qu'on vienne et que vous venez voir effectivement qu'est-ce qu'on a fait sur le terrain et aussi venir chez vous voir comment ça se passe les choses. Mais quand même, on attend et espérons que d'ici la fin de l'année, on aura trouvé notre vaccin pour revenir à une vie normale. Voilà, je vous remercie. Merci, Monsieur le maire, merci beaucoup. Nous serons bien ravis de vous visiter dès que possible et dès que cette situation nous permettra. Ça a été une conversation sincèrement intéressante, enrichissante, avec des témoignages importants qui nous donnent beaucoup de pensées pour le futur et bien sûr des idées pour l'amélioration de la gouvernance des migrations dans la région euro-méditerranéenne en considérant l'importance des villes. Donc, je vous remercie au nom du projet MC2CN et de l'organisation ICMPD.